Les pilotes d'un Boeing 737 éprouvent des ennuis. Ils sont aveuglés par la pluie. Dans la cabine se trouvent des représentants du gouvernement et des gens d'affaires importants. L'écrasement de l'appareil IFO-21 secoue le monde entier. S'agit-il d'un acte de guerre? La Maison-Blanche veut des réponses. Il ne s'agissait pas d'un vol ordinaire, mais bien d'un appareil militaire avec des politiciens américains à bord. L'enquête s'étendra jusqu'au plus haut niveau des forces aériennes américaines. Le mercredi 3 avril 1996, près de Dubrovnik, en Croatie. Il fait frais en cette journée printanière. La pluie s'abat sur l'aéroport. Un groupe de diplomates traverse la tempête et tente tant bien que mal de rester au sec. Ils font partie d'une délégation qui vient tout juste d'atterrir. Parmi eux se trouve le premier ministre de la Croatie et l'ambassadeur des États-Unis en Croatie, Peter Galbraith. Le vol vers Dubrovnik était terrifiant. La visibilité était nulle. J'étais ambassadeur en Croatie depuis 3 ans et j'avais effectué plusieurs déplacements du genre. Il s'agissait de l'un des vols les plus déplaisants de ma carrière. Le mauvais temps qui a rendu l'atterrissage de Peter Galbraith si pénible ne semble pas vouloir se calmer. D'ailleurs, les vols commerciaux en direction de Dubrovnik ont été annulés. Mais Peter Galbraith et ses collègues n'attendent pas un vol commercial. Ils sont ici pour accueillir le IFO-21, un appareil des forces aériennes américaines qui mène une mission délicate. L'avion est un Boeing 737 conçu pour transporter des passagers importants un peu partout dans le monde. Les forces aériennes possèdent une flotte de ces appareils. Les passagers ont tout à leur disposition pour gérer leurs affaires commerciales ou politiques. Aujourd'hui, la cabine est remplie de visiteurs de marque. Le chef du groupe est le secrétaire au commerce des États-Unis, Ron Brown. Ron Brown était un homme décontracté et très intelligent, qui faisait partie de l'élite de Washington. Ses compétences étaient de taille. Ron Brown est le premier secrétaire au commerce afro-américain des États-Unis. Ses fonctions l'obligent à se rendre dans l'une des zones les plus dangereuses au monde. La guerre civile a ravagé la Croatie et la Bosnie pendant 4 ans. Mais il y a quelques mois, un certain calme s'est installé dans la région. Le secrétaire au commerce a la tâche d'aider la région à reconstruire son économie. Les experts jugeaient que la paix ne durerait pas si la stabilité économique de la région n'était pas assurée. C'était très important. Le dernier arrêt de la journée s'effectuera à Dubrovnik, une ville côtière historique. Avant la guerre, Dubrovnik était un important attrait touristique. J'ai suggéré que Ron Brown se rende à Dubrovnik. Les Croates désiraient annoncer au monde entier que la ville était encore un attrait touristique important. J'ai donc cru bon d'y envoyer Ron Brown et sa délégation. Mais sous la pluie battante, Dubrovnik est à peine visible. Le brouillard obscurcit la ville et la magnifique côte de la mer Adriatique. Le IFO-21 est présentement au nord de Dubrovnik. Le commandant de bord est Ashley J. Davis. Ses collègues le surnomment AJ.
Departure, IFO 21. IFO 21. Il est 14 heures. A.J. Davis et son équipe travaillent depuis tôt ce matin. La cabine de l'appareil est luxueuse, mais le poste de pilotage est identique à celui d'un Boeing 737 ordinaire. A.J. Davis a grandi à Bâton Rouge, en Louisiane. Garçon, il rêvait d'être pilote. Son rêve est devenu réalité et il a participé à plusieurs missions militaires américaines. Il a piloté, entre autres, des avions-citernes dans la région du Golfe Persique. Maintenant, il pilote des avions transportant des diplomates et des représentants officiels partout à travers le monde. Il travaille beaucoup et est souvent séparé de son épouse et de ses 2 enfants qui habitent en Allemagne à la base militaire américaine de Ramstein. Selon les grades des forces aériennes, Shelley Kelly est sergente technique. Aujourd'hui, elle agit comme agente de bord et s'occupe des besoins des passagers. Mr. Secretary, something to eat. No, thank you. I was wondering how our time's looking. Les diplomates devaient atterrir à Dubrovnik au milieu de l'après-midi, mais ils ont accumulé du retard. But I can check to find out for sure if you'd like. Yeah, thank you. Early would be good. L'avion approche de Dubrovnik. A.J. Davis entre en contact avec les services météorologiques des forces aériennes. Metro, IFO 21, how copy? Over. IFO 21, copy loud and clear. Weather for Lima Delta uniform as follows. Rain. Sky conditions 500. Broken. That would be ceiling. How well do you copy? Metro, IFO 21, copies. Yeah, we've been in it all day. Are you expecting any changes in the weather? Pretty much continued rain, over. Copy. Rain. Thanks for your help. So, let's see the sights of Dubrovnik. Malgré la signature d'un traité de paix 4 mois plus tôt, il y a encore une présence militaire dans la région. Les avions doivent rester dans des corridors aériens surveillés. A.J. Davis connaît les restrictions, mais c'est la première fois qu'il pilote un appareil dans la région. À l'approche de la frontière croate, il est surpris par un avertissement. IFO 21, this is Magic 51. Magic est l'indicatif d'appel de l'avion de détection aérienne avancée du maintien de la paix. Cet appareil surveille les corridors aériens. Be advised, you're leaving an approved corridor. Please reroute immediately. Davis suit la trajectoire prévue, mais à son insu, son avion quitte l'espace aérien surveillé. Il se dirige vers une zone possiblement dangereuse. Repeat, you're leaving an approved corridor. Reroute. Roger, Magic. Our error. Rerouting now to proper corridor. Over. The second time today. Les espaces aériens surveillés fluctuent continuellement. A.J. Davis et son équipage auraient dû être avisés. Pour demeurer dans un corridor approuvé, il devra dévier vers la gauche. C'est une situation gênante qui causera un autre délai. Shelley, AJ, we've been directed to reroute. We'll be arriving about 15 minutes late at Dubrovnik. Apologies to all back there. Ladies and gentlemen, could I have your attention, please? Unfortunately, there will be a slight delay on our arrival into Dubrovnik. DVs aren't going to be happy at all. The weather ahead will probably slow us down even more. La pluie continue de s'abattre sur l'avion. La tâche de Davis sera ardue et doit mener son avion rempli de diplomates et d'hommes d'affaires jusqu'à un aéroport qui lui est inconnu. Les événements qui s'ensuivront au cours des prochaines heures retiendront l'attention du monde entier. Seat back, sir, please. Dubrovnik approach, IFO 21, level 100. Dubrovnik approach, good afternoon. Maintain 10,000 feet for beacon approach. Runway 12. Okay, descending to 10,000 feet, IFO 21.
Le temps est si mauvais que tous les vols commerciaux ont été annulés. Or, ce n'est pas que la météo qui inquiète l'équipage. La pluie est persistante. Les répercussions de la guerre civile se font sentir à l'aéroport de Dubrovnik. Il est resté fermé pendant des années et son système d'atterrissage est désuet. En 1991, les Serbes ont pris d'assaut l'aéroport durant la guerre et l'ont lourdement endommagé. Ils ont tout fait pour détruire l'équipement, dont le système d'atterrissage. L'aéroport devait recevoir un nouveau système sous peu. Les aéroports du monde entier profitent d'une technologie avancée pour aider les avions à atterrir et à décoller. Un radar Doppler surveille les tempêtes imminentes. Une trajectoire de descente aide les pilotes à stabiliser l'appareil avant d'atterrir. L'aéroport de Dubrovnik ne possède aucun de ces équipements. Il n'y a même pas de radar pour surveiller les avions qui s'apprêtent à atterrir. On y trouve plutôt des radiophares non directionnels pour guider les avions vers la piste. Il s'agit d'une technologie désuète dans le domaine de l'aviation. On retrouve plusieurs radiophares non directionnels aux États-Unis et ailleurs dans le monde, mais il s'agit d'une technologie désuète. D'ailleurs, on élimine présentement leur usage. Le système d'atterrissage à Dubrovnik comprend 2 radiophares au sol qui envoient des signaux à l'avion. Lorsque l'équipage reçoit les signaux, il consulte ses cartes pour établir la trajectoire vers l'aéroport. L'équipage du IFO 21 attend encore le premier signal lorsqu'il reçoit un appel. 9A CRO to IFO 21. IFO 21, I read you, 9A CRO, over. L'avion dans lequel se trouvait l'ambassadeur Peter Galbraith a atterri plus tôt à Dubrovnik. Le pilote chevronné connaît bien la région et désire prévenir l'équipage du IFO 21 des difficultés auxquelles il doit s'attendre. IFO 21, we landed about an hour ago. The weather was at minimum. Suggesting diverting to Split if you have to execute the missed approach. Over. Roger, 9A CRO, we read you. Out. Mais les membres de la délégation n'apprécieraient guère un changement de trajectoire. Les pilotes ressentent sûrement une énorme pression car ces passagers distingués doivent arriver à temps à des conférences ou d'autres réunions du genre. Alors qu'il approche de l'aéroport, Davis reçoit un autre appel du contrôleur de Dubrovnik. IFO 21, report level. IFO 21, 5,000. IFO 21, Roger. Descend to 4,000. Report Kilo Lima Papa. Down to 4,000, IFO 21. Sir. Thank you. L'équipage capte enfin le signal du premier radiophare. AH, at Kilo Lima Papa, we're tracking outbound at 119 degrees. 119 confirmed. Mr. Secretary, we're landing. We'll take this up later, Adam. It's not very broken up down there. I can't see through it. Tim? L'équipage ne peut voir le sol à travers les nuages. Il doit faire confiance à ses instruments de bord. IFO 21. Sir, we are inside the locator, inbound. IFO 21, Roger. Cleared for beacon approach. Runway is wet. IFO 21. L'appareil est à moins de 12 km de l'aéroport.
Les nuages et la pluie rendent la visibilité nulle, mais le pilote s'attend à voir l'aéroport d'une seconde à l'autre. En avril 1996, un appareil des forces aériennes américaines se dirige vers l'aéroport de Dubrovnik, en Croatie. L'équipage se mesure à des pluies diluviennes depuis ce matin. À bord de l'appareil se trouvent des politiciens et des gens d'affaires. L'avion approche de l'aéroport lorsqu'il disparaît soudainement. I-421, do you read? Peu avant 15 heures, le contrôleur aérien de Dubrovnik perd toute trace du IFO-21. I-421, Dubrovnik approach, do you read? I-421, do you read? Sans un radar, impossible de repérer l'appareil. Le pilote se dirige peut-être vers un autre aéroport. I-421, do you read? Mais les minutes s'écoulent et on n'a toujours pas de nouvelles de l'appareil. Le contrôleur aérien de Dubrovnik ne prend aucun risque. Initiate emergency procedures. On avise le premier ministre de la Croatie que l'avion manque à l'appel. Peter Galbraith attend aussi à l'aéroport. Selon ma propre expérience, quelques heures plus tôt, je savais que l'atterrissage serait difficile. Je ne m'attendais pas à ce que le pilote tente d'atterrir à Dubrovnik. Puis le Premier ministre croate m'a annoncé que la tour de contrôle avait perdu tout contact avec l'appareil des forces aériennes. J'ai immédiatement appelé le centre des opérations du département d'État et j'ai exigé que les militaires américains entament immédiatement une mission de recherche et sauvetage. On avise toutes les tours de contrôle des environs. Mais aucune d'entre elles n'est entrée en contact avec l'avion des forces aériennes américaines. La mission de recherche et sauvetage se penche sur l'approche de l'avion vers l'aéroport. Peut-être l'avion s'est-il écrasé dans la mer Adriatique. J'étais à environ 160 km de là, à Brindisi, en Italie. On a envoyé 2 hélicoptères MA-53 ainsi que du personnel de la force aérienne tactique à Dubrovnik. L'appareil manque à l'appel depuis des heures. Les conditions météorologiques s'aggravent. Il y avait du brouillard et des orages dans la région. La visibilité était nulle. Nos équipes tentaient de repérer l'avion dans la mer Adriatique. Plusieurs heures après la disparition de l'appareil, les policiers reçoivent un appel. Un villageois a aperçu quelque chose sur une montagne près de chez lui, loin de la côte où l'on effectue les recherches. Nous sommes montés à bord de 2 véhicules, mais puisque le temps était mauvais, nous avons dû escalader la montagne à pied pendant près d'1 heure. Puis nous avons atteint les lieux. Il est près de 19h30, 4h30 après que l'équipage ait demandé l'autorisation d'atterrir. On confirme enfin l'écrasement du IFO-21. La nouvelle se rend rapidement jusqu'aux États-Unis. The crash site has been reached by Croatian police, and I've just received word that there's also a Croatian doctor on the scene. Seule la queue de l'appareil est intacte. Les débris et les corps des victimes jonchent la montagne. Nous escaladions les rochers et nous craignions de piétiner les corps. C'était une expérience extrêmement pénible.
Jamais je ne l'oublierai. Par miracle, les policiers font une découverte étonnante. Une survivante est retrouvée parmi les débris de la section arrière de l'appareil. Il s'agit de Shelley Kelly, la sergente technique des forces aériennes. Lorsque nous avons atteint la section arrière de l'appareil, un policier a aperçu une agente de bord. Il a tenté de l'aider. Elle nous a donné espoir. Nous voulions sauver tous les gens à bord. Nous comptions sur la survie de cette femme. Malgré la noirceur, les policiers constatent que Shelley Kelly a besoin de soins immédiats pour survivre. Il n'y avait personne pour lui porter assistance. J'ai immédiatement appelé le poste de police centrale à Dubrovnik pour leur confirmer l'endroit précis de l'accident. Il faisait déjà noir. Plus de 100 policiers et soldats croates fouillent la montagne Saint John. Les militaires américains les joindront sous peu. Le commandant Mike Canavan est responsable de la mission de sauvetage américaine. J'ai croisé un major croate. Il allait nous guider jusqu'au sommet de la montagne. Il a aussi mentionné que plusieurs champs de mines se trouvaient sur notre chemin. Il lui faut près de 2 heures pour atteindre les lieux de l'accident. Nous marchions depuis un certain temps. Il faisait très noir. Puis, j'ai aperçu un objet au sol. En le regardant de plus près, j'ai constaté que c'était un moteur d'avion. Le mauvais temps empêche les hélicoptères d'atterrir sur la montagne. Mais les secours ne peuvent attendre le beau temps. Ils doivent évacuer Shelley Kelly immédiatement. Elle souffre d'une fracture à la colonne vertébrale et de plusieurs blessures graves causées par l'impact. Mais si elle survit, elle pourra peut-être aider les enquêteurs à éclaircir les circonstances de l'accident. On emmène Shelley Kelly à l'hôpital. Pendant ce temps, les secours cherchent d'autres survivants. Enfin, pendant la nuit, les secours découvrent le corps de Ron Brown, le secrétaire au commerce des États-Unis. Les fouilles continuent, mais il n'y a aucun survivant sur la montagne. A.J. Davis et son équipage sont probablement morts sur le coup. Tous les membres de la délégation sont décédés. Pendant que les secours poursuivent leurs recherches, ils reçoivent un appel en provenance de Dubrovnik. Shelley Kelly a succombé à ses blessures dans l'ambulance en route vers l'hôpital. Personne n'a survécu à l'écrasement du UFO 21. La pluie s'abat sur les montagnes de la Croatie. Un Boeing 737 s'est écrasé près de l'aéroport de Dubrovnik. L'appareil des forces aériennes américaines transportait les membres d'une mission commerciale. Les policiers et les militaires fouillent les décombres à la recherche de survivants, mais aucune des 35 personnes à bord de l'appareil n'a survécu. Ron Brown, le secrétaire au commerce des États-Unis, a aussi péri dans l'accident. Dans la noirceur, les sauveteurs doivent maintenant s'attaquer à une nouvelle tâche. Mike Canavan est commandant au sein des opérations spéciales américaines. Lorsque nous avons constaté qu'il n'y avait aucun survivant, notre mission a changé. On n'avait personne à sauver. Il fallait récupérer les dépouilles. À l'aube, le temps est plus clément.
Peter Galbraith voit les lieux de l'écrasement pour la première fois. On a marché jusqu'au sommet, le temps était un peu plus clément. Puis j'ai aperçu la queue de l'appareil. Il y avait des débris partout. De l'autre côté de la montagne se trouvaient les corps. Rien n'est plus horrible qu'un écrasement d'avion. Mon équipe, sur la montagne et à Dubrovnik, a accompli sa mission en respectant la dignité des victimes. Toute l'équipe a fait un travail remarquable. L'ampleur de l'accident soulève d'épineuses questions. Washington veut des réponses. Comment un Boeing 737 conçu spécialement pour les forces aériennes américaines a-t-il pu s'écraser en Croatie? Était-ce un accident causé par le mauvais temps? La guerre a ravagé la région. La cause de l'écrasement y est-elle reliée? Puisque les passagers étaient des fonctionnaires importants, les rumeurs abondent. Howard Swansea est l'un des nombreux experts impliqués dans ce dossier. Tous les accidents soulèvent des questions. Mais dans ce cas-ci, un membre important du gouvernement américain est décédé. Avant même de nous rendre sur les lieux, les médias avaient déjà beaucoup parlé de l'écrasement. Je voulais accumuler le plus d'informations et le plus de preuves possibles sur les lieux de l'accident. Dès le début, les enquêteurs subissent un revers. Il n'y avait ni enregistreur de données de vol, ni enregistreur de conversation de poste de pilotage à bord de l'appareil. Les avions militaires ne sont pas soumis aux mêmes règles que les avions commerciaux. Je tenais pour acquis que les appareils des forces aériennes respectaient des normes de sécurité plus strictes que celles des avions commerciaux. J'étais étonné d'apprendre qu'il s'agissait plutôt du contraire. Sans ces outils de base, les enquêteurs doivent fouiller minutieusement les débris. L'avion est à près de 3 km de l'aéroport. Comment l'équipage chevronné a-t-il pu dévier de la sorte? Pendant que Howard Swansea fouille les débris, Nelson Sponheimer analyse d'autres preuves. Expert en navigation aérienne, il reconstitue les dernières minutes du IFO 21. Pour retracer ces derniers moments, il se fie aux données de l'avion radar des forces aériennes des États-Unis qui patrouillaient la région. IFO 21, this is Magic 51. Be advised, you're leaving an approved corridor. Please reroute immediately. Rerouting now to proper corridor. Over. Le pilote a quitté la zone surveillée pendant quelques moments, mais Sponheimer ne découvre rien d'anormal jusqu'à ce qu'il analyse de plus près les tout derniers instants du IFO 21. La piste radar que l'on m'a donnée provenait d'un système aéroporté d'alerte et de contrôle. Selon la piste radar, la phase de croisière s'est déroulée comme prévu jusqu'à environ 20 km de l'aéroport. Mais la dernière étape du vol n'a rien de normal. Pendant l'approche finale, l'avion a dévié de sa trajectoire. L'avion volait en ligne droite et se dirigeait vers les montagnes. Au début, j'ai décelé une erreur de relèvement de 7 degrés pendant l'approche finale. Sur une distance de plusieurs kilomètres, alors que l'avion circule à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, une erreur minuscule peut causer de graves ennuis. Mais pourquoi l'avion a-t-il dévié de sa trajectoire si près de sa destination, alors que le reste du vol s'est déroulé comme prévu? Comment l'équipage a-t-il pu s'égarer de la sorte? Le mauvais temps ne peut pas être le seul responsable. Nelson Sponheimer analyse l'équipement de navigation désuet de l'aéroport. Celui-ci était-il défectueux suite aux importants dégâts subis pendant la guerre?
2 radiophares aident les avions à atterrir à l'aéroport de Dubrovnik. Le premier est sur l'île de Kolosep, près de l'aéroport. Il émet un signal en code Morse qui lui est propre afin de l'identifier rapidement. Les pilotes n'ont qu'à suivre la trajectoire sur leur carte d'atterrissage lorsqu'ils entendent ce signal pour atteindre l'aéroport. Le deuxième radiophare est à l'aéroport. Il agit comme système de secours. Si les pilotes entendent son signal avant de voir l'aéroport, ils doivent interrompre leur approche et tenter d'atterrir de nouveau lors de leur prochaine approche. Nelson Sponheimer doute que les radiophares aient joué un rôle dans l'écrasement. Selon des tests effectués quelques jours après l'écrasement, les radiophares non directionnels fonctionnaient bien. Les enquêteurs découvriront sous peu que les ennuis n'ont pas commencé au sol, mais plutôt à bord de l'appareil. Ils mettent la main sur un morceau important du casse-tête, l'ADF de l'appareil, le radiocompas automatique. Il semble fonctionner, mais il n'y en a qu'un seul à bord. Pour atterrir sans ennui à Dubrovnik, 2 ADF sont nécessaires. L'appareil capte les signaux émis par les radiophares au sol, mais il est possible d'en entendre qu'un seul à la fois. Avec un seul ADF, l'équipage peut entendre soit le radiophare sur l'île qui le dirige vers sa destination, soit celui de l'aéroport grâce auquel il peut savoir s'il l'a dépassé. Il ne peut entendre les deux simultanément. Il fallait 2 ADF dans l'appareil pour capter les 2 signaux, mais celui-ci n'en avait qu'un seul. Il ne pouvait donc pas entamer son approche finale adéquatement. En changeant de fréquence rapidement, il est possible d'utiliser un seul ADF pour capter 2 signaux, mais cette démarche ne fait que compliquer un atterrissage déjà ardu. De plus, il est surprenant d'apprendre que l'appareil des forces aériennes n'était pas équipé pour atterrir à Dubrovnik. L'équipage avait très peu de temps pour effectuer son approche. Il était difficile d'écouter les signaux tout en établissant sa trajectoire. Sponheimer continue d'analyser la trajectoire de vol. Il porte son attention sur une courbe en S. C'est le genre de courbe que décrirait un appareil à la recherche du signal d'un radiophare non directionnel. Mais au moment où l'équipage devait chercher le signal, la courbe se redresse. La trajectoire de vol pendant les 13 derniers kilomètres est en ligne droite. L'équipe semble ne plus faire confiance au système de navigation désuet. Sponheimer croit savoir pourquoi. L'équipage devait affronter une pluie battante tout en cherchant le signal du radiophare. Sponheimer croit qu'il a choisi un moyen encore plus désuet pour repérer la piste, l'INS, le système de navigation par inertie. L'INS sont ni plus ni moins des gyroscopes qui permettent de surveiller les virages de l'appareil. Après avoir pénétré une zone géographique particulière en début de vol, le système de navigation par inertie surveille tous les virages de l'avion. Il s'agit d'un circuit autonome qui risque cependant de causer de graves ennuis. Si les gyroscopes ne calculent pas précisément chaque mouvement de l'appareil, le pilote risque de dévier de sa trajectoire. It's not very broken up down there. I can't see through it. Tim? L'équipage croyait peut-être trouver son chemin à l'aide de ce système, mais il avait tort. Le système a peut-être nui à leurs efforts. Je crois que l'avion s'est éloigné de l'aéroport à cause de la dérive INS.
L'enquêteur Howard Swansea analyse la carte d'approche Jeppesen qu'utilisait l'équipage pour atterrir. Cette carte d'approche devait jouer un rôle important puisque la visibilité était nulle et l'équipage se fiait au système de navigation par inertie. Mais en analysant la carte de plus près, il remarque une anomalie. Une donnée importante, l'altitude minimum de descente est erronée. Le pilote peut apercevoir l'aéroport lorsqu'il atteint l'altitude minimum de descente. S'il ne l'aperçoit pas, il doit interrompre la manœuvre d'atterrissage. Chaque pays est responsable de fournir les procédures et de publier l'information nécessaire. Et cela afin que tous les avions puissent effectuer les manœuvres d'approche adéquates. L'enquêteur Swansea constate que l'altitude minimum de descente sur la carte ne respecte pas les normes de vol américaines. Puisque le terrain était montagneux, l'altitude minimum aurait dû être de plus de 850 mètres, mais la carte de l'équipage indique une altitude minimum d'un peu plus de 640 mètres. Selon les normes américaines, l'équipage aurait dû interrompre son approche s'il se trouvait à moins de 850 mètres d'altitude, mais celui-ci se trouvait probablement au moins 200 mètres plus bas. La carte erronée, jumelée aux autres ennuis de l'équipage, a mené à une fin tragique. Le pilote tenait pour acquis qu'il était bien au-dessus des montagnes. Il tentait encore d'apercevoir l'aéroport malgré les nuages. Mais pourquoi l'avion militaire n'avait-il pas l'équipement nécessaire pour atterrir à Dubrovnik? Et pourquoi l'équipage ne détenait-il pas de carte d'atterrissage précise pour lui permettre d'arriver à destination en toute sécurité? Les réponses se trouvent sur une base militaire américaine en Allemagne. Les membres les plus haut placés des forces aériennes sont maintenant sur la sellette. Au printemps 1996, un avion des forces aériennes américaines s'écrase près de l'aéroport de Dubrovnik en Croatie. Les 35 personnes à bord du IFO-21 périssent. L'appareil était un Boeing 737 conçu pour les forces aériennes. Mais les enquêteurs constatent qu'il ne contenait pas l'équipement nécessaire pour atterrir à l'aéroport endommagé par la guerre et que les cartes d'atterrissage n'étaient pas conformes aux normes de vol américaines. Pour comprendre pourquoi l'équipage tentait d'atterrir en des circonstances si dangereuses, les enquêteurs interrogent le colonel John Mazurowski, le commandant de groupe de l'escadre aérienne responsable du vol. Sa tâche est de transporter des visiteurs de marque du gouvernement un peu partout à travers le monde. Mais l'argent se fait rare et le colonel Mazurowski doit répondre aux exigences de l'armée à l'aide d'un budget de plus en plus restreint. What I'd like to talk about now is the Jeppesen approach subject. Les enquêteurs se penchent sur les cartes d'approche Jeppesen de l'équipage. La plupart des aéroports ont leur propre carte. Grâce à ces cartes, l'équipage a accès à une foule d'informations, dont la marche à suivre en cas d'une approche interrompue. Mais l'enquêteur Swansea a déjà conclu que les cartes d'approche à bord de l'appareil n'étaient pas conformes aux normes de vol américaines. Les directives des forces aériennes sont claires. Chaque manœuvre apparaissant sur les cartes des pays étrangers et devant être effectuée par l'équipage de ces appareils doit être approuvée au préalable. Les forces aériennes américaines n'avaient pas autorisé ces appareils à atterrir à Dubrovnik. Les cartes d'approche Jeppesen concernant cet aéroport n'avaient pas été analysées par les forces aériennes. Donc, les cartes n'étaient pas conformes aux règlements établis par le département de la Défense.
Le colonel Mazurovsky craignait nuire à ses missions s'il se contentait d'atterrir à des aéroports approuvés. Il faut beaucoup de temps pour vérifier tous les aéroports. Il avait donc demandé une dérogation pour certains aéroports, dont celui de Dubrovnik. This Jeppesen approach waiver, what caused you to initiate this? It just seemed like we had been using these approaches for years. Safety didn't seem to be in question. Le département de la Défense n'a jamais accordé la dérogation ni approuvé les atterrissages à Dubrovnik. Malgré cela, les avions des forces aériennes ont continué à atterrir à Dubrovnik. Dubrovnik approach, IFO 21, level 100. Dubrovnik approach, good afternoon. Les normes de l'aéroport de Dubrovnik étaient désuètes. Le département de la Défense des États-Unis n'avait pas vérifié les cartes d'approche. Malgré tout, des membres haut gradés des forces aériennes ont permis les atterrissages à Dubrovnik et à d'autres aéroports non approuvés. In fact, none of them have been approved in this time frame. Not to my knowledge, sir. No. Plusieurs facteurs ont causé l'écrasement du IFO 21. Dubrovnik approach, IFO 21, level 100. Dubrovnik approach, good afternoon. Maintain 10,000 feet for beacon approach. Runway 12. IFO 21. L'équipage affrontait le mauvais temps en tentant d'atterrir à un aéroport désuet qui lui était méconnu. Les cartes d'approche erronées n'ont fait qu'aggraver la situation. Après avoir interrogé près de 150 personnes, les enquêteurs publient un rapport final de plus de 7000 pages sur la tragédie. Le rapport jette le blâme sur plusieurs individus et institutions et mentionne spécifiquement la procédure d'approche aux instruments de l'aéroport de Dubrovnik. Selon les enquêteurs, A.J. Davis et son équipage ont commis plusieurs erreurs de pilotage. Ils blâment aussi les hauts gradés des forces aériennes américaines qui n'ont pas obéi aux règlements dictés par le département de la Défense. Suite au rapport, 2 membres haut placés des forces aériennes sont congédiés. Les forces aériennes réprimandent le colonel Mazurovsky et le rétrogradent. À sa retraite, il est un simple major. 13 autres officiers sont pointés du doigt pour leur rôle dans l'écrasement. Les forces aériennes changent aussi leurs procédures. Tous les avions sont maintenant munis d'enregistreurs de données de vol et d'enregistreurs de conversation de postes de pilotage et doivent obtenir l'autorisation du département de la Défense avant d'atterrir dans un aéroport, que les passagers soient diplomates ou non. IFO 21. Sir, we are inside the locator, inbound. IFO 21, roger. Cleared for beacon approach. Runway is 12. IFO 21. Le commandement des forces aériennes est tenu responsable de l'accident, mais ce sont le pilote, l'équipage et les passagers du IFO 21 qui ont payé le prix de la négligence du commandement de la 86e escadre aérienne. Au-dessus de la mer Rouge, sans la moindre visibilité, un pilote tente de reprendre la maîtrise de son avion.
Mais l'appareil refuse de lui obéir. J'ai entendu un cri, j'ai entendu un bruit, puis après j'ai plus entendu rien, quoi. Les sables de l'Égypte recouvrent des milliers d'années d'histoire. Et les monuments des anciennes civilisations y dominent encore le paysage. Les Européens voient ce pays comme un lieu de villégiature où il fait bon lézarder sur la plage. La ville de Sharm el-Sheikh est située à plusieurs centaines de kilomètres au sud-est du Caire. Nichée au bord de la mer Rouge, elle est la destination rêvée pour des touristes à la recherche de repos. Les Européens adorent Sharm el-Sheikh parce qu'un court vol de 5 heures les conduit à sa mer très chaude. À 2 heures du matin, le 3 janvier 2004, de nombreux vacanciers fêtent encore. Mais le commandant de bord de 53 ans, Kader Abdullah, se prépare à affronter une nouvelle journée de travail. Sa ponctualité est bien connue de ses proches et de ses collègues. Ancien officier de l'armée de l'air égyptienne, le commandant Kader est maintenant l'un des pilotes les mieux cotés de Flash Airlines, un exploitant de vol nolisé. Il préférait faire ses bagages lui-même. Il ne me laissait jamais m'en occuper. Il disait que de cette façon, il était certain de ne rien oublier. Il savait exactement ce qu'il voulait prendre et choisissait chaque article avec soin. Le commandant Kader prend son copilote, Amir El-Shafi, au passage. Ils décolleront ensemble de Sharm el-Sheikh pour se rendre à Paris. Good morning, sir. À 25 ans, El-Shafi pourrait être le fils du commandant Kader. Ce vol matinal n'est pas au goût de tous. Pascal Mercier devait monter à bord de l'appareil de Flash Airlines avec sa famille, mais à la dernière minute, il s'est ravisé. Nous devions prendre le vol de Flash Airlines. Mais mon agent de voyage m'a dit qu'on devrait se lever très tôt, puis changer d'avion au Caire. À mon avis, c'était stupide. Ma fille avait 2 ans à l'époque et mes 2 autres enfants, 6 et 8 ans. Je trouvais que c'était une très mauvaise idée de les bousculer ainsi. Les autres touristes estiment que les prix alléchants de Flash Airlines valent bien le réveil avant l'aube. Francis Thuillier en profite même pour emmener toute sa famille en Égypte, car elle a grand besoin de détente. Mon beau-frère avait aussi perdu son papa, et donc il a emmené ses enfants, sa maman et sa femme sur cette destination pour prendre du bon temps, uniquement pas pour une découverte ou une étude du site, mais vraiment pour prendre du bon temps. Ce qui est réputé sur Sharm el-Sheikh. C'est-à-dire que c'est vendu comme ça. Fatima Ijaji rentre également à Paris après son séjour à Sharm el-Sheikh. La mère de 5 enfants voyage seule. Mais avant le décollage, elle téléphone à son neveu en France. J'étais vraiment la tête dans le sac en train de dormir, donc
C'est vrai que j'ai pas voulu rentrer trop dans le débat en disant c'était quelqu'un pour un tout, elle vous appelait. Elle était très... C'était quelqu'un qui avait besoin de se rassurer, ma tante. Donc même, pourtant elle avait 5 heures de vol ou 6 heures de vol, elle voulait se rassurer que je vienne bien la récupérer à Roissy, tout simplement. En tout, 148 passagers et membres d'équipage sont montés à bord de l'avion à réaction. Il est 5 heures. Dans le poste de pilotage, Ashraf Abdelhamid s'est joint au reste de l'équipage technique. En ce moment, il reçoit sa formation de copilote, même s'il pilote des avions d'affaires depuis des années. Aucun des navigants n'est très heureux de la qualité des informations météo transmises par le contrôleur aérien local. They didn't say sky clear, they said clouds and sky clear. How? The two are opposite. Ask him about ceiling. No ceiling and clouds and sky clear. Maybe it's scattered. Maybe he means scatter. Good morning. Good morning, De plus, le commandant est mécontent de découvrir qu'un de ses instruments est défectueux. À son tour, l'ingénieur au sol constate la défaillance, mais elle n'est pas jugée suffisamment grave pour exiger une réparation. Exactly. Les hommes en profitent même pour s'amuser aux dépens du copilote. Probably called by Ma, making a heavy landing. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Kadir and his entire crew, we welcome you on board Flash Airlines Boeing 737-300. L'avion décolle longtemps avant l'aube. L'appareil de Flash Airlines doit survoler la mer Rouge avant de virer vers le Caire. L'avion à réaction grimpe dans un ciel d'encre. En l'absence de l'orbe lunaire, les passagers ne voient absolument rien au travers des hublots. Dans le poste de pilotage, le virage au-dessus de la mer Rouge suscite des inquiétudes. See what the aircraft just did? Le comportement inusité de l'appareil ne plaît guère au commandant. Turning right, sir. What? Aircraft is turning right. Turning right? How turning right? L'avion devrait virer à gauche pour se rendre au Caire, mais il prend la direction opposée. Le commandant tente de rétablir le cap, mais la situation ne fait qu'empirer. Conscient du danger, le commandant ordonne au copilote d'enclencher le pilote automatique. Autopilot! Autopilot! Mais en vain. No autopilot, Commander! Le 737 est presque complètement incliné sur le flanc. La vitesse de l'avion augmente tandis qu'il tombe en vrille vers la mer Rouge. Quelques minutes après son décollage, le pilote a perdu la maîtrise de l'appareil. Le 737 plonge vers la mer à plus de 700 km à l'heure et l'équipage ne peut rien faire pour l'en empêcher. Tous les occupants de l'avion sont conscients de sa vitesse folle et de ses virages hallucinants. Les énormes forces de gravité compliquent la tâche du commandant Kader Abdullah. Le troisième occupant du cockpit, Ashraf Abdelhamid, lui conseille de ralentir. Retard power! Retard power! Retard power! La vitesse du 737 est telle qu'il pourrait littéralement se disloquer. Mais après s'être presque complètement renversé, l'appareil est sur le point d'être maîtrisé par l'équipage. Les pilotes entendent alors l'avertisseur de proximité du sol.
L'avion s'approche dangereusement de la mer Rouge. L'hôtel où loge la famille Mercier fait face à la mer. Ma fillette s'est réveillée en hurlant, comme si elle s'était rendue compte de ce qui se passait. Moi, je dormais profondément, mais elle a pu entendre quelque chose. Il est presque 5 heures du matin, quelques minutes après le décollage du 737 de Flash Airlines. Et les écrans radars ont perdu sa trace. Au lever du jour, le site de l'accident est identifié, mais les sauveteurs n'ont pas grand-chose à faire. L'avion s'est fracassé au moment de l'impact. Et ses débris flottent à la surface de la mer. Les 148 occupants du 737 ont péri. Le vol 604 de Flash Airlines devait atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle en matinée. Tandis que les proches et les amis des passagers les attendent, les autorités annoncent d'abord que le vol est retardé. Un peu plus tard, ils transmettront la nouvelle de l'accident. Là, on vous dit, est-ce que vous attendez les personnes de Sharm el-Sheikh? On vous laisse un peu. Et après là, vous dites oui. Hein? Et on vous dit, on peut vous venez avec nous. On va vous dire, on va vous ramener dans un hôtel. Et dans l'hôtel, on va vous expliquer. C'était très bizarre parce qu'on a été accueillis justement dans un hôtel par une cellule et on croisait des gens qui repartaient heureux puisqu'ils étaient venus chercher la même information, mais leur famille n'était pas dans l'appareil. Et nous, on faisait partie du lot de ceux qui allaient rester là. Ils arrivent avec une feuille dans la main, voilà, oui, Madame Jihad Fatima, eh ben, elle était bien dans le vol, ben, excusez-nous de vous la prendre comme ça, elle va décéder. Plus tard, Mohamed Ijaji entendra le message que sa tante Fatima lui a laissé dans sa boîte vocale durant le vol. J'ai entendu un cri, j'ai entendu un bruit, et puis après, j'ai plus entendu rien, quoi. Le fils du commandant Keder apprend la nouvelle à sa mère. Mon fils m'a téléphoné de l'étranger pour m'annoncer qu'il avait entendu parler de l'accident d'un avion de Flash Airlines. Au début, je n'y croyais pas. J'ai mis un certain temps avant d'accepter la réalité. Ça a été un grand choc pour moi. Dans les hôtels de villégiature, le personnel vérifie les chambres vides des passagers du vol 604. Mais l'une des chambres est occupée. C'était un membre du personnel de l'hôtel. En me voyant, il s'est mis à pleurer. Il était stupéfié mais heureux, très heureux de nous voir. Il croyait qu'on avait pris l'avion avec le reste des passagers. They're here. 82 touristes enregistrés à notre hôtel étaient montés à bord de cet avion. C'était vraiment étrange et très très pénible. Nous avons eu beaucoup de chance. L'avion n'avait lancé aucun Mayday et n'avait jamais signalé le moindre problème au contrôle de la circulation aérienne. Et comme le 737 s'est écrasé dans la mer quelques minutes après le décollage, les autorités craignent d'être en présence d'un attentat terroriste. L'avion venait de décoller et il nous a semblé très étrange que l'accident soit survenu aussi rapidement. La clé du mystère est sans doute au fond de la mer Rouge, ou bercée par ses vagues. Après un décollage très matinal,
un 737 vire sur son flanc alors qu'il survole la mer Rouge. L'appareil est rempli de familles françaises ayant terminé leurs vacances en Égypte. Les pilotes font de leur mieux pour arrêter sa descente en piqué, mais quelques minutes plus tard, il s'engloutit dans les flots. Malgré les nombreuses rumeurs contradictoires, les enquêteurs écartent rapidement la théorie du terrorisme. Lorsque les morceaux d'épave d'un avion sont éparpillés sur une très grande surface, cela signifie qu'il s'est désintégré en plein vol. Dans tous les cas d'explosion, les débris sont dispersés de cette façon. Mais dans le cas du 737, il y avait peu de débris et ils étaient rassemblés dans une zone très restreinte. Il est donc clair que l'avion était intact lorsqu'il a percuté les vagues. Si un acte terroriste n'est pas en cause, comment l'avion a-t-il pu tomber du ciel avec une telle rapidité? Les enquêteurs sont confrontés à un défi de taille. Le 737 a coulé dans la mer Rouge à plus de 1000 mètres de profondeur. La plupart des 148 passagers et membres d'équipage ont été aspirés vers le fond marin. Le premier objectif des enquêteurs est de retrouver les deux boîtes noires, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol. S'ils ont survécu à l'écrasement, ils reposent sans doute sur le plancher océanique. Cette section de la mer Rouge n'a jamais été sondée. La présence de nombreux touristes français à bord pousse leur gouvernement à s'impliquer dans l'enquête. Les Français ont immédiatement réagi en nous envoyant un navire équipé d'un robot capable d'explorer le fond marin. Mais l'épave est enfouie trop profondément et le submersible du navire français ne peut supporter l'énorme pression du plancher océanique. Les enquêteurs devront trouver un autre submersible, mais le temps presse. Les boîtes noires transmettent un signal radio, mais leur pile sera usée au bout de 30 jours. S'ils n'arrivent pas à remonter les enregistreurs avant ce délai, le mystère du vol 604 ne sera jamais résolu. Tous les membres de l'équipe d'enquête craignaient que les signaux ne s'arrêtent avant qu'ils aient pu retrouver les boîtes noires. Nous travaillions tous 24 heures par jour, jour après jour, pour les localiser, afin de pouvoir les récupérer à temps. Les experts américains, français et égyptiens se rassemblent. Et tandis qu'ils attendent les boîtes noires du 737, ils enquêtent sur Flash Airlines. Propriétaire de 2 avions, la ligne aérienne sollicitait les vacanciers européens comme de nombreux autres exploitants de vols nolisés économiques. Au cours des 10 dernières années, cette partie de la planète avait été témoin du développement rapide des compagnies aériennes super économiques. En échange de vols à très bas prix, celles-ci avaient obtenu un segment du marché. Elles desservaient de nombreuses destinations de vacances, dont la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Flash Airlines pouvait offrir des voyages très bon marché parce qu'elle faisait voler ses avions sans interruption. Pour respecter des horaires très serrés, les avions passent le maximum de temps dans les airs. D'anciens clients de Flash Airlines se plaignent de leur voyage devant le comité d'enquête. I was flying home after a vacation. Un an avant l'écrasement, parti de Sharm el-Sheikh pour rentrer en Bologne, un passager avait vu des flammes surgir du moteur de son avion. Hey! Hey! The engine's on fire! Look! Please! L'appareil en flammes avait dû atterrir d'urgence. Les enquêteurs apprennent aussi qu'en 2002, l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile suisse, avait effectué une inspection surprise de l'avion qui vient de s'écraser. Les pilotes n'avaient pas de masque à oxygène. Il n'y avait pas assez de bonbonnes d'oxygène à bord.
et certains instruments du poste de pilotage ne fonctionnaient pas. C'était suffisant pour que l'OFAC garde l'avion au sol pendant 8 heures, le temps de régler tous ces problèmes. Quelques jours plus tard, Flash Airlines a été interdit de vol en Suisse. La Pologne a bientôt suivi l'exemple des Suisses, tandis qu'en Norvège, les voyagistes ont cessé de conclure des marchés avec la ligne aérienne fautive. Il est rare qu'une ligne aérienne soit interdite de vol dans un pays. Il faut qu'elle ait commis un acte très répréhensible, surtout en matière de sécurité. La cote de sécurité de Flash Airlines descend à vue d'œil et les enquêteurs étudient fébrilement ces dossiers. Stupéfaits, ils découvrent que les derniers états d'entretien du 737 n'ont jamais été photocopiés. Ils ont donc sombré avec l'avion. L'absence de copie du livret technique signifiait que les états d'entretien de l'avion étaient conservés à bord et seulement à bord. C'était une violation du Code de l'aviation civile qui interdit formellement ce genre de pratique. Mais si les enquêteurs doutent de l'état de la flotte de Flash Airlines, ils n'ont aucun doute sur la compétence des pilotes du vol 604. Le commandant Keder était un excellent pilote qui s'était couvert de gloire durant la guerre du Kippour en 1973. Au cours de sa longue carrière, il avait piloté des chasseurs sophistiqués et une grande variété d'avions cargo. Il avait également accumulé plus de 7000 heures de vol et 2000 heures en tant qu'instructeur de pilotage. Tout nous porte à croire que le commandant Keder était un pilote exemplaire. Tandis qu'ils font tout pour arracher les boîtes noires aux profondeurs de la mer Rouge, les enquêteurs s'interrogent. Un pilote chevronné a-t-il péri à cause d'un avion en ruine? See what the aircraft did? Lorsqu'un avion sombre dans la mer, on craint toujours de ne pas retrouver l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol. Ces deux boîtes noires donnent une image très précise des événements aux enquêteurs, et sans elles, la reconstitution des faits est compromise. Finalement, au bout de plusieurs jours de recherche, l'équipe d'enquête obtient un résultat. Un navire océanographique français a entendu les émetteurs de localisation des boîtes noires. Un sous-marin téléguidé est envoyé à plus de 1000 mètres de profondeur. La violence de l'impact a dispersé les débris du 737 sur le plancher océanique. Mais 2 semaines après l'accident, les 2 enregistreurs sont hissés du fond marin. Les enquêteurs disposent enfin de preuves tangibles. Une équipe formée d'experts égyptiens, américains et français étudie les 2 boîtes au Caire. Après la découverte des boîtes noires, les efforts de sauvetage prennent fin. À part quelques débris sans importance, le reste de l'avion repose en eau trop profonde pour qu'on tente de le remonter à la surface. Les coûts de l'exercice seraient exorbitants. Privés de la carcasse de l'appareil, les enquêteurs devront tirer le meilleur parti des 2 enregistreurs. Ils espèrent qu'ils leur permettront de reconstituer le dernier vol du 737. Shaker Kelada dirige l'équipe d'enquête. Pour recréer la trajectoire de l'avion, nous avons monté une séquence d'animation à partir des données tirées de l'enregistreur de données de vol. L'enregistreur de données de vol décrit une situation insoutenable. Peu après le décollage, le 737 s'est dirigé à gauche, comme il devait le faire. Mais il a rapidement viré sur son aile pour voler dans la direction opposée. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage prouve que le commandant a été pris au dépourvu. Turning right, sir. What? How turning right? L'examen de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage a prouvé que les pilotes ont affronté une anomalie, un problème qu'ils n'arrivaient pas à comprendre.
Les enquêteurs passent les données de vol en revue, en espérant qu'ils leur permettront d'expliquer les mouvements inhabituels de l'avion. Une défaillance mécanique a pu l'éloigner de sa trajectoire. Et bien sûr, il est clair que l'appareil n'était pas en bonne condition avant le décollage. Sur la piste, le commandant et l'ingénieur au sol ont discuté d'une défaillance du système électrique. Mais l'enregistreur de conversation ne permet pas d'identifier la source exacte du problème. Malheureusement, l'ingénieur au sol est resté à bord de l'avion cette nuit-là. Selon les renseignements fournis par l'enregistreur de données de vol, nous croyons qu'il est fort possible que l'avion ait commencé à virer à droite, en dépit des instructions du pilote. Que s'est-il donc passé? En général, les enquêtes sur les accidents durent des années. Mais dans le cas du vol 604 de Flash Airlines, l'affaire est particulièrement épineuse. Les enquêtes sur les accidents prennent énormément de temps et elles monopolisent un grand nombre de ressources, surtout quand on ne peut pas récupérer la carcasse de l'appareil. 50 théories différentes sont étudiées en détail. Nous avons examiné tous les scénarios possibles, en commençant par éliminer ceux qui ne correspondaient pas aux données disponibles. Les enquêteurs se rendent aux États-Unis pour tester les scénarios les plus plausibles dans un simulateur de vol sophistiqué. S'ils peuvent contraindre le simulateur à répéter les mouvements du 737 accidenté, ils découvriront peut-être les raisons de l'écrasement. Les résultats sont expédiés au Caire. Seules 4 défaillances mécaniques auraient pu produire la trajectoire de vol de l'appareil disparu. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils connaîtront les raisons de l'accident s'ils découvrent pourquoi l'avion a quitté sa trajectoire. Ces 4 scénarios étaient tous associés à un virement spontané sur l'aile. Tous les autres scénarios avaient été écartés, sauf ceux-là. 2 des scénarios impliquent les déporteurs de l'aile droite de l'avion. Les déporteurs se soulèvent sur l'extrados des ailes pour ralentir l'aéronef. En produisant une traînée, c'est-à-dire en réduisant le flux d'air, ils l'aident à virer. Si le volant de commande du pilote ou les câbles qu'il relie au déporteur se bloquent, l'avion pourrait automatiquement changer de trajectoire. Ce scénario est possible, mais il n'est étayé d'aucune preuve tangible. Et même si le 737 était mal entretenu, ses déporteurs n'avaient jamais causé le moindre problème. L'équipe d'enquête cherche donc une autre explication. Les ailerons du 737 pourraient également être les vrais responsables du désastre. L'aileron est la partie de l'aile qui modifie l'angle des virages. Un aileron défectueux aurait pu forcer l'avion à s'incliner à droite. À moins que l'équipage ne corrige immédiatement le problème, l'appareil serait ensuite tombé en vrille vers la mer. Mais même si l'emballement du compensateur d'aileron peut lancer une trajectoire de vol semblable à celle du vol 604, les enquêteurs ne disposent encore une fois d'aucune preuve tangible. De plus, un emballement du compensateur d'aileron peut être réglé à partir du cockpit par les pilotes. Le pilote n'aurait eu qu'à compenser en utilisant sa force physique pour tourner le volant de commande dans la direction opposée. Le 4e scénario implique une panne du pilote automatique, car les enquêteurs ont été surpris d'entendre une discussion à ce sujet sur les enregistrements. Le commandant avait demandé qu'on enclenche le pilote automatique, mais il n'a pas fonctionné, et l'avion s'est mis à dégringoler en vrille. Et au début de l'enregistrement, les enquêteurs ont entendu une curieuse conversation. Le commandant Keder avait amorcé le virage au-dessus de la mer Rouge manuellement, puis décidé de laisser le pilote automatique prendre la relève.
L'enregistreur de données de vol prouve que le pilote automatique était enclenché quand l'avion a pris de l'altitude. Puis, le commandant semble avoir changé d'avis. L'enregistreur de données de vol du 737 indique que le pilote automatique est resté enclenché pendant 3 secondes à peine. Mais selon les enquêteurs, une défaillance mécanique a pu se produire, le laissant en contrôle de l'avion à réaction. Le système automatisé aurait alors pu le faire virer à droite, même après sa déconnexion. L'analyse du pilote automatique a exigé beaucoup de travail. Il nous était presque impossible de prouver qu'il avait fonctionné comme prévu et tout à fait impossible de prouver le contraire. Mais nous savions qu'il était fort probable que le pilote automatique ait failli à la tâche puisqu'un tel scénario correspondait aux données disponibles. Le fait le plus troublant de l'histoire est qu'avant sa descente en vrille, l'avion semblait être maîtrisé. Quelques instants avant l'impact, le commandant Keder avait réussi à redresser l'appareil. Si le 737 avait été victime d'une défaillance mécanique insurmontable, pourquoi aurait-elle soudainement disparu? Par une nuit sans lune de janvier, le vol 604 de Flash Airlines s'engloutit dans la mer Rouge près de la côte égyptienne. La carcasse de l'avion est enfouie trop profondément pour qu'on songe à la récupérer. Les membres de l'équipe d'enquête ont analysé un certain nombre de scénarios impliquant divers éléments du 737. Mais quelques-uns d'entre eux oublient les défaillances mécaniques pour se demander si une erreur humaine aurait pu provoquer l'accident. Je crois que les enquêteurs américains avaient l'impression que le facteur humain n'avait pas été exploré à fond. Les enquêteurs reprennent leur analyse de l'enregistreur de données de vol et découvrent un autre fait curieux. Avant l'incompréhensible virage à droite du 737, 3 choses semblent s'être produites simultanément. Au lieu d'exécuter un virage à gauche en douceur, l'avion est sorti du virage trop rapidement. Le nez de l'appareil s'est élevé, sa vitesse a diminué de façon considérable, mais le pilote n'a rien dit, comme s'il ignorait que l'avion modifiait sa trajectoire. Certains enquêteurs envisagent un scénario provocateur pour expliquer cet étrange comportement. Le commandant Keder souffrait peut-être de vertige. Le vertige est une condition physiologique qui peut affecter n'importe qui, pas seulement les pilotes. Il provient de l'oreille interne. Au-dessus d'un océan, sans lumière, sans horizon visuel bien net, le pilote ignorait peut-être s'il volait vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Si le fluide de son oreille interne se déplaçait lorsqu'il penchait la tête, cela aurait pu provoquer une sensation physiologique qui l'aurait poussé à croire qu'il suivait un vol horizontal en ligne droite, alors que son avion était en train de virer. Et la trajectoire du vol 737 était hautement favorable à l'apparition d'une sensation de vertige. L'avion de Flash Airlines avait décollé par une nuit sans lune. Le commandant Keder volait manuellement et il a amorcé son virage tandis que l'avion grimpait encore. Au-dessus d'une mer très sombre, il lui était presque impossible de savoir où il était sans l'aide de ses instruments de bord. Roger, when ready, inshallah. Left turn to establish 306, Sharm VOR. La traversée d'un océan de nuit est une manœuvre extrêmement critique. Sans lune, il n'y a aucun repère visuel à l'extérieur de l'avion et le pilote survole une zone sans relief et sans lumière. Tout pilote professionnel doit savoir qu'il pourrait facilement devenir complètement désorienté dans de telles circonstances. C'est un problème classique. C'est arrivé des dizaines de fois et cela a coûté des centaines de vies au cours des 10 dernières années. Tandis que l'avion devait amorcer son virage à gauche, le volant de commande bifurquait très lentement vers la droite. Sans s'en rendre compte, le commandant virait peut-être déjà dans la mauvaise direction.
Quand on étudie le mouvement de la gouverne d'aéronef, il semble que le commandant Kheder a été orienté vers la droite. Il a pu voir un faux horizon ou quelque autre phénomène par le pare-brise de l'avion. Il a peut-être même cru qu'il compensait une défaillance du 737. Il croyait suivre sa trajectoire de vol et tout à coup, l'instant d'après, on lui a dit le contraire. Turning right, sir. Aircraft is turning right. L'information contradictoire aggrave la désorientation du pilote. Alors qu'il croit avoir réglé le problème, il apprend que la situation s'est aggravée. À ce moment précis, il essayait de piloter l'avion et de visualiser son environnement. Mais ce n'était pas facile parce qu'il le percevait d'une certaine façon, alors que son copilote lui donnait des informations contradictoires. Aircraft is turning right. Les enquêteurs égyptiens reconnaissent que le commandant Kheder a pu souffrir de désorientation spatio-temporelle après le décollage. Mais ils croient que l'équipage technique du 737 a dû affronter d'autres difficultés. Rien ne permet d'affirmer qu'il était désorienté, mais c'est possible. Un fait est certain, cette condition était temporaire. L'équipage avait le temps de découvrir le problème et d'y remédier bien avant l'impact. Quel que soit le rôle joué par la désorientation, les enquêteurs vont bientôt apprendre que l'équipage n'avait pas reçu l'entraînement nécessaire pour la contrer. En fait, Flash Airlines avait négligé de donner à ses pilotes l'information élémentaire qui leur aurait permis de sauver des vies. Deux ans auparavant, un avion nolisé égyptien s'est englouti dans la mer Rouge. Aucun de ses 148 occupants n'a survécu. Les enquêteurs chargés de découvrir la raison de l'accident du vol 604 de Flash Airlines ont une tâche difficile. La majeure partie de l'épave est inaccessible. Mais en examinant attentivement les enregistrements des boîtes noires, ils découvrent que la désorientation spatio-temporelle a pu jouer un rôle dans l'accident. La combinaison d'une nuit d'encre et d'une mer sans relief a sans doute embrouillé le cerveau du pilote Kheder Abdullah. Il est également possible que des défaillances mécaniques aient paralysé l'avion. Mais en poursuivant leur enquête, les experts font une découverte stupéfiante. Les cadres de Flash Airlines n'ont jamais formé leurs pilotes en gestion des ressources en équipe. Le CRM, ou gestion des ressources en équipe, est un programme d'entraînement qui apprend aux navigants à travailler ensemble plutôt que séparément. Si les pilotes du vol 604 avaient reçu une formation CRM structurée, ils auraient peut-être pu éviter la catastrophe. Les enquêteurs américains croient que le jeune copilote a sans doute compris que l'avion virait dangereusement avant le commandant, mais qu'il n'a pas osé suggérer des mesures correctives à un collègue plus expérimenté. Il n'a pas non plus tenté de prendre les commandes de l'appareil. Une formation structurée aurait habilité le copilote, qui avait la meilleure conscience de la situation et plus d'informations sur la position réelle de l'avion, à reprendre les commandes dès qu'il s'est rendu compte que le commandant n'apportait pas les mesures de redressement appropriées. Une conversation enregistrée dans le cockpit avant le décollage explique pourquoi le jeune copilote a pu hésiter à contredire son commandant. Yesterday, we were coming in at dusk and the sun was 2-2. But I felt I could hardly see the runway. And he's already saying, in sight. What in sight? Hey, sir. Même si l'échange était anodin, il a pu renforcer un sentiment que le jeune homme éprouvait déjà. Le commandant était le professeur et lui, son élève. I am unable to raise my eyes, and he says, in sight. Where in sight? Le copilote l'a sûrement interprété comme une critique. Ensuite, il est certain qu'il a hésité à se prononcer de peur d'avoir tort. Il n'aurait pas voulu perdre le respect d'un ex-général de l'armée de l'air. On a donc un équipage qui est particulièrement mal assorti. Dans un équipage, on essaye de mettre des personnes qui sont capables de copiloter, et non pas l'un qui pilote et l'autre qui regarde sans rien dire.
Mais le commandant et le copilote n'étaient pas seuls dans le poste de pilotage. Un troisième membre de l'équipe technique, plus expérimenté qu'Amir El-Shafi, était également présent. Il n'a ouvert la bouche que quelques secondes avant l'accident. On l'entend parler clairement et ouvertement avant le démarrage des moteurs du 737. Il discutait avec le commandant et le copilote. Si cet individu expérimenté est resté silencieux durant le vol, c'est qu'il n'a rien vu d'inhabituel. S'il avait vu un collègue poser un geste dangereux, il aurait parlé. Tout ce qu'on l'a entendu dire, c'est « réduisez les gaz » quelques minutes avant l'accident. Cela prouve que c'est la seule intervention qu'il a jugée nécessaire. Même si le copilote avait pris les commandes de l'avion plus rapidement, il est impossible de deviner s'il aurait réussi à le sauver. L'accident du vol 604 s'est produit très vite, peu après le décollage. L'équipage technique n'a pas eu le temps de réagir avant de plonger dans les flots. Le rapport d'enquête final est diffusé au mois de mars 2006. Il ne livre pas de réponse tranchée. Les autorités égyptiennes affirment que 4 défaillances mécaniques auraient pu causer l'accident. Elles avouent que la désorientation spatio-temporelle a pu être un facteur, mais qu'elle n'est pas la principale raison du désastre. Les enquêteurs américains refusent de blâmer l'appareil et soutiennent que la faute incombe à Flash Airlines qui a négligé d'entraîner correctement ses équipages. Les pilotes réagissent en fonction de leurs habiletés, leurs connaissances, leurs compétences et leur entraînement. Un entraînement déficient relève directement de la ligne aérienne. 2 mois après l'écrasement, Flash Airlines se retire des affaires. Mais après l'accident fatal du vol 604, de nouveaux règlements sont entrés en vigueur dans le but de garantir un traitement plus sévère des infractions au Code de sécurité aérienne. L'écrasement du 737 de Flash Airlines a été la goutte d'eau qui a forcé les politiciens à créer la liste noire de l'aviation civile européenne. Depuis, lorsqu'un État de l'Union européenne interdit à une ligne aérienne de voler sur son territoire, tous les autres États de l'Union lui emboîtent automatiquement le pas. En conclusion, le rapport d'enquête fait une recommandation cruciale. Nous avons recommandé l'adoption d'un programme de formation ou de sensibilisation qui permettrait aux navigants de reconnaître les signes de désorientation plus rapidement et qui leur indiquerait quoi faire, d'abord pour sécuriser l'avion et ensuite pour aider leurs collègues à retrouver son sens de l'orientation. Est-ce qu'une défaillance mécanique était la principale cause de l'accident? Les enquêteurs ne le sauront probablement jamais. Aussi longtemps que l'épave demeurera au fond de la mer Rouge, ils continueront à se poser les mêmes questions, tout comme les proches des disparus. Moi, j'ai perdu mes neveux, c'est-à-dire des enfants qui avaient 17 et 14 ans. Quel avenir ils allaient avoir? Comment on peut chiffrer ça? Comment elle est cette perte? Et à qui elle doit bénéficier cette perte? Les familles pourront jamais faire leur deuil. Moi y compris, on ne pourra jamais faire notre deuil, parce qu'on ne saura jamais ce qui s'était passé.